Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui, à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Pierre et Anne-Marie Laurès. Bonjour Pierre, merci de m'accueillir chez vous, résidence de la mer. Vous n'êtes, je crois, ni résident permanent ni résident secondaire de Porquerolles, puisque vous résidez 6 mois de l'année sur l'île et les 6 mois restants à Paris. Vous venez sur l'île depuis une 50aine d'années. Vous avez créé un site internet, Les Chemins de Porquerolles, qui est une véritable mine d'or pour qui s'intéresse au patrimoine et à l'histoire de l'île. On en reparlera. Avant cela, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, me dire en quelques mots où vous êtes né, où vous avez grandi et les fonctions que vous avez exercées ? Moi, je suis né dans le Vaucluse, à Avignon. Et j'ai vécu longtemps dans le Languedoc, à Béziers. Bon, mes études, j'ai préparé les grandes écoles, j'ai fait l'école polytechnique. Ensuite, je ne suis pas allé dans les carrières militaires comme à l'époque c'était le cas pour les polytechniciens. Je me suis orienté vers la recherche. Donc, je suis allé travailler dans le domaine des radars, parce que les radars démarraient à l'époque quand je suis sorti de l'école. Enfin, c'était juste après-guerre, on travaillait sur les radars américains. Puis ensuite, je me suis consacré au laser. Là aussi, enfin, j'étais chercheur, c'était une technique qui démarrait aux États-Unis, et donc j'ai eu un laboratoire de recherche dans un domaine très précis, les lasers à gaz. Et donc j'ai fait un travail de chercheur classique, j'ai fait pas mal de publications, obtenu quelques bons résultats. J'ai présenté à une époque le plus gros laser du monde à Montréal, à l'exposition universelle. Alors ensuite, je résume la carrière rapidement. Je suis rentré dans un laboratoire de recherche à l'aérospatiale. Et je me suis orienté vers l'informatique. Là aussi, c'était une technique qui démarrait à l'époque. Et il n'y avait pas d'informaticien à l'aérospatiale, c'était tout simple. Il fallait donc créer et démarrer cette activité-là. Et je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'informatique à temps réel. Alors là j'ai surtout travaillé sur des engins, des missiles, j'ai refait l'informatisation des canons de 155, enfin j'ai fait un certain nombre d'activités à tendance militaire, mais j'étais civil. D'accord. Bon, alors ensuite, j'ai continué à travailler dans l'informatique et je me suis surtout centré sur les simulations d'engins. Autrement dit, à l'époque, quand on testait un missile ou quand on testait une fusée, il fallait en envoyer des dizaines avant d'avoir eu le bon résultat. À partir du moment où on a eu l'informatique, on n'a presque plus fait d'essais, on en a fait 2 ou 3 pour valider, mais surtout, on faisait énormément de simulations pour étudier le comportement général de l'engin. Vous avez été également professeur, je crois ? Alors oui, à ce moment-là, j'ai été professeur à l'école polytechnique pendant une 12aine d'années, professeur de physique. Donc un parcours brillant. Bon, j'ai eu plusieurs vies, si vous voulez. Oui, parce que chaque fois, on change de travail, on change d'ambiance. Mais j'ai toujours été plutôt dans le domaine de la recherche ou de la recherche appliquée. Et avec tout ça, vous aviez le temps de prendre des vacances ? On avait 3 semaines de vacances, puis 1 mois de vacances. Et très tôt, on a fait du bateau. Ouais. Donc, j'ai fait de la voile, on a fait la voile en Bretagne. Puis on a ramené un petit bateau, qui n'était pas très gros, en Méditerranée. On l'a amené dans le Languedoc, puisqu'on était originaire du Languedoc, on y est resté un petit peu. Puis on a eu la chance, on a pu trouver un mouillage pour notre bateau à Monaco. Mm-hmm. Alors donc on est resté un certain temps, on allait passer les vacances à Monaco. Et bien sûr on ne restait pas à Monaco, on a voyagé et on a découvert Porquerolles comme ça, enfin en naviguant, en même temps sur la côte. Puis on a pris un bateau plus gros. C'était un maïka, un voilier de 12 mètres. C'était en quelle année, votre découverte de Porquerolles ? Alors, la découverte de Porquerolles, je la situe
il y a, disons, 45 ans à peu près. Donc on a navigué un peu partout en Méditerranée, enfin dans la Méditerranée qui était abordable avec peu de vacances. Porquerolles était pour nous une fin de parcours. Enfin, on a essayé quelquefois d'aller vers l'Espagne, mais on a toujours eu des vents contraires. On a laissé tomber. Mais enfin, on trouvait Porquerolles très bien. Et surtout, on connaissait toutes les îles éoliennes, les Lipari, enfin toutes les îles le long de l'Italie. Porquerolles, c'est la plus agréable. Pour nous, il n'y a pas de comparaison. Les autres îles méridionales sont très jolies, très astucieuses, mais très sèches. Et construites, oui. Mais enfin, autrement dit, il n'y a pas l'aspect naturel qu'on trouve à Porquerolles. Et il n'y a pas non plus, parce que c'est pas sec Porquerolles normalement. Il y a quand même beaucoup, vous avez pu le voir, il y a une végétation. C'est ce qui vous a le plus marqué en arrivant ici? Parce qu'en fait, vous veniez passer vos fins de vacances, si je comprends bien. On est passé à plusieurs reprises. Et puis, on n'a plus pu rester à Monaco, et j'ai mis le bateau à Toulon. Alors là, on venait tout naturellement à Porquerolles, au contraire, pour partir. Parce que de Porquerolles, on partait vers Calvi, etc. Oui. C'était une étape très commode et agréable. Mais enfin, on n'a pas vraiment fréquenté l'île, quoi. Et vous décidez justement d'y élire un peu plus domicile quand? Alors, à un moment donné, le port s'est construit. Et on a loué des emplacements pour bateaux. Alors dès qu'on l'a su, on en a pris un. Alors c'était assez compliqué, en fait, il fallait être là au bon moment, quoi. Mais enfin, on a eu un mouillage. Et à partir du moment où on a eu un mouillage, on a laissé le bateau ici, et on y est venu très régulièrement. Autrement dit, on partait un mois en croisière, et notamment pendant les vacances scolaires, mon épouse venait, y passait, et moi je descendais les week-ends. D'accord, donc là le bateau devenait la résidence secondaire. Là, le bateau devenait la résidence secondaire. Vous pouvez le voir, mais si vous rencontrez des gens qui séjournent sur les bateaux, ils n'ont pas obligatoirement des relations avec les Porquerolais. Exactement. En bateau, on est en relation avec les navigants. C'est un milieu très agréable, les gens qui naviguent, et on ne va pas chercher ailleurs. Mais il faut dire qu'on ne profitait pas vraiment de Porquerolles. On était surtout en mer. On était surtout en mer ou dans les mouillages. Oui. Et alors vous décidez d'acheter un pied-à-terre à quel moment? On a décidé d'acheter ici. Alors là aussi, on a trouvé tout à fait par hasard une petite annonce de quelque chose qui se vendait, autant que je me rappelle, ou alors c'est toi qui l'as trouvé. C'est toi qui l'as prospecté. Parce qu'à l'époque, il ne se vendait rien à Porquerolles. Ou alors de bouche à oreille, quoi, il fallait connaître quelqu'un. Et donc, il y a eu cet appartement qui était à vendre, et puis on l'a acheté. C'est tout simple. Et on commençait à être, enfin on n'était pas loin de la retraite, et donc le bateau devenait moins attrayant, disons. Je comprends. Et vous, Anne-Marie, vous travailliez également à l'époque? Et moi, j'ai travaillé un certain temps dans l'enseignement, mais ensuite j'ai été obligée d'abandonner pour diverses raisons. D'accord. Médicales essentiellement. D'accord. Donc, peinture. Peinture. J'en avais fait toujours. Ah oui. Vous comme avez violon d'Ingres. Quelques tableaux par là. Ah oui, en effet. Là, ce sont vos tableaux qui sont là, c'est pas grand-chose. Accrochés. Alors, du coup, en fait, quand est-ce que vous élisez domicile à mi-temps, je dirais? Au moment de la retraite. Au moment de la retraite. Mais on n'a pas habité à mi-temps. En fait, on venait passer 15 jours ici, un mois, on repartait à Paris, on revenait, parce qu'on avait des contraintes familiales, on avait un certain nombre de choses. Et donc, ce n'est vraiment que depuis que je suis dialysé, c'est-à-dire depuis 3 ans, qu'on vient 6 mois complets. Et alors, les 6 mois choisis, ce sont lesquels pour venir ici? L'été. L'été. Non, pour une raison très simple, c'est que l'hiver, pour moi, c'est pas commode du tout. Les transports sont aléatoires pour aller sur le continent. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger ici. C'est vrai. Il y a très peu d'habitants. Enfin, avant, quand je n'étais pas dialysé, on y venait. En hiver, c'est très, très agréable. L'hiver ou l'automne, ce sont des coins, des moments peut-être mieux que l'été ici. Mais bon, comme c'est pas possible. Donc vous arrivez à partir de quelle période
au printemps, à la fin du printemps? Oui, on est là. Cette année, on est venu le 20 avril. On est arrivé en avril et on va repartir à mi-octobre par là. D'accord, très bien. Alors j'aimerais maintenant qu'on parle du travail que vous avez entrepris avec la création du site Les Chemins de Porquerolles. Comment vous est venue l'idée de créer ce site? Eh bien, je crois que ça remonte maintenant, c'est assez vieux, ça doit être depuis une quinzaine d'années, j'ai fait le site. Et je me suis aperçu, à l'époque de manque, il y avait des guides Porquerolles, mais ils dataient déjà d'un certain temps, et il n'y avait pas de documents utilisables par les touristes, simplement, enfin, pour visiter l'île. Vous pouvez préciser peut-être ce qu'on y trouve? Alors j'ai navigué un petit peu, mais j'aimerais l'entendre dans vos mots. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site? Eh bien, le plus simple, c'est de faire l'historique. Oui. Quand j'ai commencé le site, je l'ai commencé d'un point de vue historique. J'ai mis là-dedans les textes, tous les textes que j'ai pu trouver sur Porquerolles, qui étaient un peu anciens, et donc je ne me suis pas occupé du tourisme en quelque sorte. Je me suis occupé uniquement de l'histoire. Et au bout d'un certain temps, justement, j'ai vu qu'il y avait une sorte de manque d'itinéraires, d'explications sur l'île, etc. Et j'avais pas envie d'écrire un livre, j'ai préféré faire des itinéraires et essayer de les commenter et de mettre dans ces itinéraires tout ce que je pouvais trouver glané à droite et à gauche d'histoire, de géographie, de naturel, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a une difficulté à Porquerolles, si vous faites un historique, ça devient vite rébarbatif. En telle année il s'est passé ça, en telle année il s'est passé ça, c'est un peu monotone. Alors que, en prenant le prétexte d'une promenade, on passe à un site, on dit ce qui s'est passé. Par exemple, on passe là où Pierrot le Fou a tourné, où le film a été tourné. Bon, c'est l'occasion d'en parler, vous voyez. Comme ça, on passe à la montagne des Mèdes, et bien, on parle des ermites qui ont habité là-bas au 5e siècle pendant 20 ans. Quoi. Oui, alors j'aimerais justement parce que pour l'avoir parcouru, votre site et lu, en fait c'est une vraie plongée. Dès qu'on commence à creuser un lien, on est happé dans autre chose, c'est passionnant. Et il y a tout un volet en effet sur votre site qui recense les itinéraires de randonnée avec des cartes à télécharger, des tracés extrêmement précis. Mais vraiment ce qui m'a touchée en naviguant, c'est les textes que vous écrivez qui sont dans la tradition des itinéraires commentés en quelque sorte. Oui. En fait, vous parcourez les sentiers de Porquerolles et comme vous l'expliquiez, vous y insérez une dimension historique, même parfois sensible. Vous détaillez l'environnement, souvent dans sa diversité biologique. C'était une volonté de votre part de faire un site qui soit un lieu ressource sur Porquerolles sans équivalent. Enfin, j'ai envie de dire vraiment sans équivalent parce qu'on n'est pas dans le guide touristique, on n'est pas dans le site historique, même si c'est la genèse, si j'ai bien compris, ni dans le carnet de voyage. On est un peu dans un objet totalement à part. Est-ce que vous en avez conscience ou est-ce qu'il s'est construit? Absolument, mais je l'ai fait exprès. Et je dois dire que je suis obligé d'aborder des tas de techniques différentes, de l'histoire, la géographie, de la nature, etc. Mais je suis compétent en rien. Donc j'apprends quand je veux essayer de creuser quelque chose, vous voyez. Je m'intéresse à la végétation de l'île, et ben je lis quelques articles, je regarde un peu les recherches qui ont été faites, etc. Et je me fais une idée personnelle que j'essaie de retransmettre. Et là, on retrouve certainement le travail de recherche oui, c'est sûr. Qui a jalonné votre parcours. Vous voulez que je vous dise le dernier article que je suis en train de travailler? Justement, je voulais savoir si vous étiez encore en train de l'enrichir. Oui, mais soft, très lentement. Eh bien, je me suis posé une question. Il y a une pointe qui est juste là, un peu plus loin, à l'entrée du port, qui s'appelle la pointe Maubousquet. Ouais. D'où vient ce nom? Alors, je me suis posé le problème. Alors, je l'ai rédigé sous forme d'enquête. Alors, je vous le résume brièvement. J'ai pris les cartes et j'ai remonté j'ai les cartes anciennes, j'en ai plein dans le site. Et j'ai essayé de trouver la première fois que l'on parle de Maubousquet.
Et j'ai trouvé que c'était en 1633, un plan que j'ai pas mis dans le site d'ailleurs encore, c'est le plan de M. Maretz, qui avait fait un dessin de toute la côte pour Richelieu. Parce que Richelieu s'intéressait beaucoup à la côte méridionale qu'il voulait réarmer en quelque sorte. Et j'ai trouvé, non pas la pointe, mais le petit creux, le petit anse qui est à côté, qui s'appelait port de Maubousquet. Alors, un port, ça veut rien dire. Dans le Midi, ça veut dire abri en général. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit obligatoirement un port. Et donc, je suis allé chercher qui était M. Maubousquet. Alors, on s'intéresse à ce moment-là à la généalogie. J'ai trouvé un Lazare de Montbousquet, qui a été chef d'escadre à son époque, donc quelqu'un qui avait une très bonne situation, mais c'était pas lui, parce qu'il était à peine né à ce moment-là, c'était son père. Donc je me suis intéressé à son père, et par chance, son père était le premier dans la dynastie des Montbousquet. Alors ça peut paraître curieux, parce qu'on hérite d'un titre en général, mais lui qui s'appelait en réalité de Pontevès, mais des Pontevès, si vous avez regardé un peu l'historique de la province, il y en a partout. Et lui, il avait repris à son compte le titre du grand-père de sa femme, qui avait dû tomber en désuétude, et qui s'appelait Montbousquet, Bousquet plus exactement. Et il a donc pris le titre de Montbousquet, donc je sais exactement à quel moment il a créé ce port, parce qu'il a fait ce petit port ici. Il l'a créé après son mariage et avant 1933. Ah oui, donc c'est un vrai travail d'enquête. Mais quand vous dites, voilà, je ne suis expert en rien, au final, vous remontez quand même des fils de l'histoire, parce qu'on trouve assez peu de documents, c'est très documenté sur la période. Taisez-vous, ce que je vous raconte, tous les éléments que j'ai eus, ça tient en une demi-page, même pas. Oui, mais vous avez mis combien de temps à remonter ce fil Ça fait 2 mois que j'y travaille, 1 ou 2 mois. Ah oui, mais j'y travaille pas à temps plein. Non, mais certes. Non, mais bon, alors donc j'ai trouvé qui était Montbousquet. Donc celui qui a donné son nom au port, ou qui a dû faire quelque chose par là. Et alors ça correspondait au moment où les galères qui étaient à Marseille sont venues à Toulon. Et il se trouve qu'on a mis quelques galères en stationnement à Toulon, ici, à Porquerolles, donc dans cette baie. Et je me suis dit, mais il existe peut-être des traces de ces galères. En fait, ces galères en stationné, elles n'avaient besoin de rien, les galères. Il y a peut-être eu l'appontement, mais il n'y a pas d'eau dans le fond, elles vont jusque-là. Et elles ne risquent rien. Et ensuite, je me suis dit, il y a peut-être quelques restes de cette époque. Alors, j'ai regardé s'il restait des constructions. Alors, j'ai pris tout simplement le cadastre de Napoléon, qui a été fait en 1828, et j'ai regardé ce qu'il y avait. Et ici, sur la montagne, un petit peu plus haut là, il y avait une construction enfin, ce qu'ils appelaient, enfin, c'était pas une ruine, mais une maison délabrée, qui faisait presque 100 mètres carrés, et qui était décrite avec un moulin. Et cette maison, elle avait une fenêtre. Alors ça peut paraître bizarre, une maison avec une fenêtre, mais il faut dire qu'ils comptaient les fenêtres parce que l'impôt dépendait des fenêtres. C'est pour ça qu'on avait fait le cadastre à l'époque. Et donc j'ai un peu l'habitude de ces trucs-là. Je me suis dit, ça ressemble à une boulangerie de marine. Parce que la boulangerie de marine, c'était un engin où on faisait du pain, mais un pain très particulier qu'on appelait le biscuit, qui était un pain que l'on fabriquait comme du pain, c'était des galettes en fait, que l'on fabriquait, et puis qu'on faisait étuver pendant 1 mois pour les rendre durs comme de la pierre, parce que c'était complètement desséché, et ça pouvait durer 1 an sur un bateau. Donc le biscuit, c'est une invention des Grecs, ça, c'était très vieux, c'était l'alimentation de base des marins et des galériens. Donc, non seulement il y a eu une galère qui a stationné là, mais j'ai supposé qu'il y avait peut-être une boulangerie. Alors, j'ai trouvé les dimensions classiques d'une boulangerie, comment c'était fait dans des bouquins de meunerie, enfin de vieux meuniers. Et puis je suis allé
voir ce qu'il en restait. Alors c'est maintenant dans une propriété, c'est ce qu'on appelle la bergerie, et là j'ai retrouvé une partie, ce qu'on appelle la gloriette, c'est-à-dire l'endroit où l'on pétrissait le pain, et une partie des étuves, qui ont une caractéristique très précise, c'est qu'elles ont un toit voûté, pour des questions calorifiques, pour que la chaleur s'évade moins. Parce que le pain, il restait un mois à plus de 60 degrés, pour être bien sec. Ensuite, ayant à peu près les dimensions de la vraie boulangerie, j'en ai déduit que cette boulangerie était capable de ravitailler en permanence 2 galères. Autrement dit, les galères prenaient un mois de vivre avec elle, et donc chaque 15 jours, une galère pouvait venir faire le plein de biscuits. Donc, alors, le contexte est tout simple. À ce moment-là, on était en guerre contre l'Espagne, et je l'avais déplacé depuis Marseille jusqu'à Toulon, c'est que c'était plus comme... Richelieu a voulu transformer Toulon en port de guerre, et il avait placé quelques galères en avant-poste, en quelque sorte, à Porquerolles. Et il s'était engagé aussi avec les Marseillais de faire partir les pirates qui traînaient un peu par là et qui gênaient le commerce. Si vous aviez... j'ai l'habitude de la recherche. Oui, bien sûr. Je sais très bien qu'à un moment donné, il faut s'intéresser à un tout petit détail et que tout s'ouvre. Oui, oui. Et puis, j'ai l'habitude d'aller un peu à droite et à gauche, afin de pas trop me figer. Là, au départ, je savais pas ce que j'allais chercher. Je voulais trouver qui étaient vos bousquets et pourquoi. Ouais. Alors, maintenant, donc, pour moi, c'est clair, il y a eu une petite implantation, il y a même peut-être eu des galères qui ont hiverné ici, et j'essaie de savoir, maintenant, quand est-ce que ça s'est arrêté. C'est la suite. Mais oui. Et comment vous procédez dans ce travail de recherche? Vous travaillez à partir d'ouvrages, essentiellement sur Internet? Maintenant, à une époque, j'allais traîner un peu dans les bibliothèques, notamment la bibliothèque de Toulon ou la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, etc. Ouais. Maintenant, vous trouvez tout je me contente d'Internet et je trouve beaucoup de choses. Enfin, si quelqu'un allait dans une bibliothèque, ça m'aiderait peut-être un peu, parce que... Mais dans le fond, j'ai assez d'éléments. Et vous avez des retours alors du travail que vous réalisez sur votre site? Il y a des personnes qui parfois vous donnent des indications? Oui, j'ai quelques historiens qui m'écrivent. En général pour m'engueuler parce qu'ils disent que j'écris des bêtises. Oh. Mais enfin, on discute un peu, puis ça s'arrange. Il n'y a pas grand monde, si vous voulez, qui s'y intéresse vraiment, mais ceux qui s'y intéressent beaucoup. Et même, par exemple, récemment, j'ai une dame, on l'a rencontrée récemment, Madame Doré, qui est une descendante d'une famille porquerolloise de 1850 par là. Et en faisant la généalogie, elle a trouvé des ancêtres porquerolais, elle a vu mon site, elle m'a écrit pour que je lui donne des tuyaux, et puis de fil en aiguille, je lui ai donné quelques tuyaux. Elle n'a pas fini d'ailleurs de travailler là-dessus, et elle a écrit une généalogie de sa famille que j'ai reproduite sur le site, puisque ça se passe beaucoup à Porquerolles. Donc il y a quand même un travail d'échange. Oui. Et je sais qu'il est beaucoup lu, le site, je regarde le nombre de visiteurs. Actuellement, je dois en avoir entre 100 et 150 par jour. Oui, c'est important, mais d'ailleurs, quand on tape Porquerolles, vous remontez très bien, vous êtes référencé. Oui. Même moi, ça m'arrive. Quand je veux chercher un texte, je ne sais pas trop où il est, je tape les mots-clés et c'est Google qui me le ressort. Et c'est Google qui vous le ressort sur votre site. Il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il est extrêmement documenté. Alors, la question va peut-être vous paraître saugrenue, mais comme vous avez beaucoup exploré l'histoire, quelle est la période de l'histoire de Porquerolles que vous affectionnez particulièrement? Porquerolles, il y a eu des phases d'habitation à Porquerolles. Par exemple, les Romains, pendant 100 ou 200 ans, ils ont fait un village qui était plus grand que celui qui est là actuellement. Ils avaient cultivé toute l'île. Il y avait des passages de bateaux, enfin, il y avait une activité intéressante et qui s'est arrêtée
parce qu'il y a eu les Visigoths qui ont envahi, il y a eu du piratage, et puis c'est tombé à l'eau pendant un millénaire, hein, à peu près, Porquerolles. Mais quelle période? Bon, je vous en ai décrit une là, oui. Vous voyez. Souvent, c'est ce qui se produit à Porquerolles. Il faut grosso modo, pour que ce soit intéressant, qu'il y ait un investisseur. Là, l'investisseur, c'était Richelieu. Mais ça a été pareil quand, beaucoup plus récemment, quand Fournier s'est installé dans l'île, où il a récupéré les ruines de la société foncière qui avait essayé de mettre Porquerolles en culture, et il est arrivé avec beaucoup de capitaux, et il en a fait une île un peu modèle, quoi. Je crois qu'il y a eu une période faste, je dirais après-guerre. Parce qu'après-guerre, l'île a été reconstruite lentement, et il n'y avait pratiquement plus de propriétaires. Parce qu'il y a toujours eu un propriétaire qui maintenait une certaine police ici. Là, ça a été une zone libre, disons, hein, Porquerolles. Vous parlez de l'entre-deux-guerres. De l'entre-deux-guerres, là, de l'entre-deux-guerres. Donc, avant que le parc arrive. Oui. Autrement dit, l'île est retournée à son état naturel, disons. La population ne s'est pas trop intéressée. Il n'y avait pas de culture ou très peu. Enfin, tout était un peu anarchique. Et notamment les enfants qui vivaient à Porquerolles, à l'époque, ils avaient une vie de rêve, quoi. Oui. Donc, mais c'est une période très particulière. Ils seraient venus 30 ans avant, c'était pas du tout ça. Il y avait une discipline de fer avec Fournier. Il fallait pas plaisanter. Il y avait des gardes-chasse, il y avait des barbelés partout. Enfin, la période, ça tient essentiellement. Enfin, l'intérêt, ça tient essentiellement à celui qui possède l'île ou qui a des éléments. Actuellement, on est dans une période où c'est le parc qui s'en occupe. Et c'est très bien. Il n'a pas trop de moyens, mais enfin, ça se passe pas mal, je dois dire. Par contre, maintenant, on voit arriver, effectivement, Carmignac. On voit arriver de très grosses fortunes, comme Carmignac, qui s'installe parce que le cadre est bien, parce que il y a des possibilités de construction, enfin. Carmignac, il a quand même acheté une propriété qui faisait 1500 mètres carrés habitables. Hein. En fait, pour moi, la démarche de Carmignac, c'est la démarche qu'ont tous les gens ou les propriétaires qui sont venus à Porquerolles. Ça a été pareil. Ça leur a plu. Ils se sont dit, je m'installe et puis j'ai les moyens de le faire, alors je le fais. Donc, on a vu arriver comme ça Monsieur de Roussen, qui était le secrétaire de Gambetta. Ben, il lui a plu, il l'a acheté. À la fin du 19e. Oui, voilà, par exemple. Et avant, il y en a eu d'autres avant. Il y a eu le duc de Vicence, qui était un conseiller de Napoléon, et il avait beaucoup d'argent, je ne sais pas comment. Il avait acheté l'île. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de votre lien plus intime avec l'île. Quelle est la saison que vous préférez sur l'île et pourquoi? L'automne. L'automne. L'automne, parce que... Aussi Anne-Marie. Oui, et le printemps, moi aussi. Oui, le printemps, mais je préfère l'automne. Le seul inconvénient de l'automne, c'est que les jours se raccourcissent. Mais sinon, le temps est calme. La végétation reposée. On peut se baigner jusqu'en octobre-novembre. Il n'y a pas de monde. Les plages en octobre sont magnifiques, elles sont désertes, vous voyez. Bon, par ailleurs, nous cherchons des champignons, alors donc l'automne est un moment rêvé. Ah oui, oui. Dans la même lignée de questions, quel est votre endroit préféré sur l'île? Je sais pas, je pense que c'est les côtes, les endroits rocheux, et particulièrement le Puncho di Bondiu. Je ne sais pas si vous connaissez cette colline. Pas du tout, alors c'est où ça? Il vous faut aller visiter le Puncho. Ah oui, mais personne ne sait où il est. Il est dans votre site? J'ai dû en parler, mais enfin... Ouais. Le Puncho le Puncho du bon Dieu, c'est l'aiguille du bon Dieu, c'est ça que ça veut dire. Il faut se gratiner. Alors, comment pour décrire où il est? On le voit de la côte, c'est... bon, je pourrais pas de tête vous décrire l'itinéraire, d'autant plus qu'il n'y en a pas. Enfin, il faut
faut aller un peu aller, dans la nature, mais c'est il y a un sentier, mais c'est pas très dense, et les parcours où il n'y a pas de chemin ou peu de chemin. il n'a pas été entretenu. C'est plutôt oui. du quel côté de l'île? Au centre. C'est du côté du sémaphore. C'est avant le sémaphore, à l'extrémité de la courtade. Hein. Au début. La maison de Pierre-le-Fou. Oui, c'est ça. Je l'ai peut-être décrit, mais j'ai peut-être pas éprouvé le besoin de le décrire aussi, vous voyez. Et vous, Anne-Marie, votre endroit préféré sur l'île? Mais moi, c'est toute l'île. J'aime bien crapahuter. Ouais. Et donc, il n'y a pas un endroit où vraiment votre cœur bat plus vite sur Porquerolles? J'aime beaucoup voir les goélands planer depuis la côte qui regarde vers la Corse. D'accord. Parce que moi, ça me fait rêver. Donc les paysages ici, c'est ça. À un moment donné, paf, On est saisi. on est saisi. On entend souvent parler de la Porquerolles authentique, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Pour vous, qu'est-ce que ça désignerait, la Porquerolles authentique? Porquerolles, c'est un endroit qui évolue dans le temps. Il y a des moments où c'était différent de maintenant, mais dire qu'à un moment que c'est authentique, moi, le parc me fait rigoler quand ils veulent retrouver la nature de l'époque, quand ils arrachent des plantes parce qu'elles sont importées récemment. Ça n'a pas de sens. Actuellement, vous avez des tas d'arbres à Porquerolles. Il n'y en a pas un qui soit d'origine. Il n'y avait pas d'arbres. Il y a toujours eu de la garrigue et du maquis ici. Ça montait à 5-6 mètres de haut. Sans parler de Porquerolles authentique, ce qui pour vous, vous regretteriez que l'île change? On a tous quoi. un fort sentiment de vouloir que ça reste comme on l'a vu quand on était plus jeune. C'est sûr, c'est évident. D'ailleurs, je pense que les gens de Porquerolles qui vous disent à mon époque c'était merveilleux, ils ont un peu embelli la situation. Ils ont oublié qu'ils n'avaient pas le tout à l'égout, qu'il n'y avait pas d'électricité, etc. Est-ce que vous auriez un souvenir ou une anecdote, marquante de votre vie sur l'île? Alors là, vous me prenez un peu au dépourvu. Mais c'est peut-être difficile parce que je vois ce qui est. Enfin, vous voyez, ça veut dire je ne m'enthousiasme pas sur un paysage, je l'admire, c'est tout. Certaines familles sont toujours en bisbis. Mais, quand il y a un baptême, quand il y a un enterrement, toute l'île se réunit et il va en commun. Et ça, c'est typique de l'île. Ou du moins des Iliens, peut-être en général. Des Iliens, je pense, c'est peut-être quelque chose. Mais quand vous avez l'enterrement, c'est spectaculaire, l'enterrement ici. Tout le monde y va, hein. Et tout le monde. Même ceux qui ont du mal à marcher. Oui. Et c'est un enterrement comme il y a 100 ans, quoi. Alors vous avez devancé une question, Anne-Marie, quand je vous ai demandé une anecdote. Vous êtes venue sur un sentiment insulaire d'appartenance à une communauté qui peut se rassembler dans les moments joyeux comme les moments douloureux. Alors la vie insulaire, elle fascine un peu, elle effraie. Enfin, il y a eu beaucoup d'écrits sur la vie insulaire. Qu'est-ce qui fait, selon vous, sa particularité? En termes d'espace, de temporalité, de vie en communauté, on vient d'en parler. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de caractéristique à la vie insulaire? Une grande solidarité. Entre les Une gens, grande solidarité. Quand quelqu'un est malade, tout le monde Mais essaie de venir en aide. vis-à-vis de l'extérieur. Ah oui. Alors une grande solidarité entre Porquerolais, mais Une réserve avec l'extérieur manifeste. Ils ont l'impression, les Porquerolais, que les secondaires ou les étrangers ne peuvent pas les comprendre. vous qui vivez entre Paris et Porquerolles, quelle est selon vous la différence fondamentale entre vivre sur une île et vivre sur le continent? C'est facile, ici, vous pouvez vivre pieds nus et vous pouvez laisser votre porte ouverte. Et puis, on a des amis à Porquerolles, et bien on tape à leur porte, on rentre, et puis voilà. C'est plus simple. Il y a une simplicité d'accueil, mais après un certain barrage peut-être. Ce touriste qui vient passer sa journée ici et aurait envie, il peut pas passer plus de temps, mais il aurait envie de saisir un petit peu de l'essence de Porquerolles. Il arrive par la Vedette. Vous lui conseillez de faire quoi sur une journée pour essayer de se dire que Porquerolles n'est pas que un flux incessant de gens qui... Je lui conseille de se mettre à l'ombre. Et tout dépend de ses centres d'intérêt. Alors, un marcheur moyen... Vous voyez, pour marcher, il faut éviter de prendre les chemins où il y a trop de voitures ou de vélos.
mon impression, moi, c'est que Porquerolles est une aventure personnelle. Autrement dit, vous venez, vous prenez quelques conseils, quelques éléments, et puis vous vous baladez. Un point, c'est tout. Il faut visiter Porquerolles en groupe, ça me paraît aberrant. Alors, sur l'évolution de l'île, comment vous voyez l'île évoluer et quel regard vous portez sur ces changements? Ce qu'on peut dire, c'est que les évolutions de l'île ne partent pas de l'île. Autrement dit, s'il y a une évolution, elle vient de l'extérieur, obligatoirement. Par exemple, le parc, il est venu de l'extérieur, le parc national. Et il a aménagé l'île. Et ça a toujours été comme ça à Porquerolles, et ce sera toujours comme ça. Par exemple, c'est ce que fait Carmignac, c'est ce que maintenant, que va faire Chanel, on verra bien. Autrement dit, on arrive dans l'île de l'extérieur, et on en prend possession d'une certaine façon. Voilà comment je vois l'avenir. Si on se place 50 ans en arrière, par exemple, il était impossible au Porquerolles d'imaginer ce que serait Porquerolles actuellement. Non pas que Porquerolles ait beaucoup changé, mais c'est que les moyens de communication, tout a changé. Et donc, Porquerolles s'adapte plus ou moins bien. Je crois qu'actuellement, un des grands drames de Porquerolles, c'est la surfréquentation, qui engendre une pollution tout azimut de l'île, hein, les déjections animales, végétales, tous les détritus alimentaires et autres, et aussi faire en sorte que le parc ou le conseil général ou je ne sais pas quoi développe dans tous les coins fréquentables de l'île. Alors je pense aussi bien dans les bois que sur les plages, des toilettes. Parce que les gens, ils vont dans la nature, ils laissent les papiers, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a comme évolution, par contre, que vous avez constaté qui sont pour vous positives? Vous parliez du parc aussi. Moi, je considère que le parc, c'est positif. Ouais. Oui, bon, c'est pas crédit depuis. Merveilleux, ils font des bêtises, tout ce qu'on veut, mais par exemple, actuellement, ils sont en train d'essayer de repeupler en poisson tout le tour de l'île. Oui. Ils l'ont réussi à Porquerolles. Et donc, ils arriveront, j'espère, à ce qu'on retrouve une zone très poissonneuse autour de Porquerolles, qu'on la repeuple, quoi. Donc ça, c'est très positif. Ils vont finir par mettre des mouillages pour les bateaux pour protéger les potisonies. Parce que les potisonies, elles finissent par être détruites. Oui, quoi, hier ou avant-hier, il y avait un énorme bateau de croisière qui était ancré dans la rade. Oui, mais si le bateau de croisière fait son travail correctement, s'il remonte son ancre verticalement, il ne se passe rien. C'est quand il s'amuse à la traîner. C'est une question d'éducation ou de connaissance, ça. Vous trouvez qu'il y a suffisamment de sensibilisation, justement, sur les règles de mouillage Non, la sensibilisation est sûrement difficile à faire, mais elle est pas faite astucieusement. Il n'y a pas de facilité pour les bateaux d'aller jeter dans un endroit approprié leur déjection. Alors tout part à la mer. Votre définition à vous du Porquerolles? Pour moi, le Porquerolles, enfin je parle en historien en quelque sorte. Le Porquerolles, c'est quelqu'un qui est arrivé sur l'île, qui venait de Dieu sait où, qui avait un métier, ou agriculteur, ou pêcheur, ou cordonnier, ou n'importe quoi, et qui a réussi à s'implanter et à survivre. Et donc il a créé une famille, et le Porquerolles qui s'est installé comme ça, et ensuite a été vénéré par la famille. C'était le promoteur, enfin le premier. Et ça s'est manifesté, ça par exemple, par le fait que les maisons ont un nom. Les vieilles maisons de Porquerolles ont un nom, le nom du premier propriétaire. Parce que il y a toujours, à Porquerolles, quand on arrive, il y a une naissance. On devient Porquerolles en quelque sorte. Et ensuite, les enfants ont le culte des ancêtres, en quelque sorte, des premiers qui sont arrivés comme ça. Et donc,
tous les porquerolais ont suivi ce cheminement, en quelque sorte. En évoquant Porquerolles, on parle d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de la perle des îles d'Or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon vous l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Alors là, je fais appel à votre imaginaire. Pour moi, c'est manifestement un coucher de soleil sur la plage d'Argent, dans une mer plate. Et vous, Anne-Marie? Les couleurs. Les couleurs. Que vous avez peintes. Oui, certaines. Oui. Donc les couleurs, la lumière de La Porquerolles. lumière, oui. Ouais. La lumière, les couleurs. C'est justement un aspect qu'on pourrait un peu discuter, c'est l'aspect artistique de Porquerolles. Ouais. Bon, Porquerolles, ça n'a jamais été Saint-Tropez, c'est pas le problème. Il y a toujours eu des peintres. Peut-être qu'un jour là aussi, je vais faire un article pioché sur tous les peintres qui ont représenté Porquerolles. Je trouve notamment des gravures sur Porquerolles qui sont jolies, sur les forts, etc. Autrement dit, il y a toujours eu des gens qui se sont intéressés à Porquerolles à cause du sujet, mais qui se sont plus ou moins installés. Alors donc... Vous avez des noms d'artistes Oui, j'ai Gauthier, enfin lui c'est un peintre qui tenait un bistrot ici, enfin un café, et lui il partait, il pourrait planter le parasol et peignait ce qu'il voyait, quoi. D'accord. Chose qui est un peu perdue maintenant. Et vous qui lisez beaucoup, vous recherchez beaucoup sur l'île, est-ce que vous auriez des conseils de lecture? Les guides touristiques, c'est ce qui m'a amené en quelque sorte à faire le site. C'est manifestement Boson ou ce genre de guide. Oui, parce que j'ai trouvé ça intéressant d'avoir fait ça à l'époque où il l'a fait, oui, tout à fait. Alors que c'était utilisable, disons, quasiment, son truc. Et j'ai eu la même découverte avec les cartes. J'ai travaillé sur les cartes, la carte Napoléon, elle date de 1840, par là. Les chemins, avec la carte, on peut se guider. Même encore, oui. Ces cartes, vous les avez retrouvées comment, les cartes anciennes qui sont sur votre site? Un peu dans les bibliothèques, un peu localement. Cette carte dont je parle là, c'est Jagy qui me l'a... Tu l'avais acheté Oui, j'en ai acheté une. Enfin non, oui, j'en ai eu acheté, mais j'ai jamais dépensé beaucoup d'argent pour ça. Par contre, si j'ai fait une fois... quelqu'un m'a téléphoné en me disant « J'ai acheté aux enchères une carte de Porquerolles. Est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est ?» Et il m'a amené une carte que j'ai à peu près datée. D'ailleurs, je l'ai photographiée, elle est dans le site. Mais c'était une carte inconnue que je connaissais pas et qui avait eu un intérêt. Elle devait être de 1700 par là. Et elle avait un intérêt, elle avait un feu d'assurance. Autrement dit, à une époque, quand on craignait les pirates, on mettait des points d'observation sur les points hauts, et si un pirate arrivait, on allumait un feu. S'il y avait 2 pirates, on allumait 2 feux. Donc quand toute la montagne était embrasée, on se disait, il vaut mieux s'en aller. Et donc ça s'appelait feu d'assurance, il y en avait un peu partout sur la côte, vers Marseille, et il y en a eu un à Porquerolles. Je n'ai pu la prendre que grâce à cette carte. Ah, formidable. C'était des moines qui faisaient ça, d'ailleurs, qui entretenaient ce genre de choses. Vous conseillez les petits guides touristiques, mais alors historiques, oui. J'imagine. Et est-ce que parmi la littérature plus romanesque, est-ce que vous avez lu des choses intéressantes ou c'est moins votre tasse de thé? Je me suis intéressé à la littérature de Madame de Roussan, qui était écrivain, et qui a publié, sous le nom de Paul d'Aigremont, un certain nombre de romans. Alors le roman... C'était le roman de gare. C'était des romans de gare. Ça a été plus... pas tellement, parce que j'en ai plusieurs tomes, et ça s'est passé... il y en a un qui a été écrit à Porquerolles, et je ne l'ai pas retrouvé. Par contre, j'en ai trouvé qui sont écrits n'importe où, à Paris ou dans toute la France. C'est des romans... à l'eau de rose, où il y a toujours des enfants trouvés, des militaires, des bonnes sœurs, enfin. Le mélange, c'était la collection Taillandais, maintenant ce sera la collection Harlequin. D'accord. Oui, et c'était publié à l'époque dans les journaux sous forme de feuilleton. Oui, d'accord. Ça s'y prêtait bien. Oui. Et d'ailleurs, j'ai un exemplaire, c'est le feuilleton, ce sont les feuilles qui ont été recopiées. Et moi, je ne les ai pas lus,
Je les ai un peu feuilletés. Je peux pas les a fait lire. Je peux pas lire. Les lire. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui les a lus. Mais bon, je les ai fait lire pour savoir s'il y avait des trucs sur Porquerolles. Oui, c'est ça. Et sur ceux que j'ai, Non, rien de spécial. il n'y a rien. Et de la littérature sur Porquerolles? Un écrivain plutôt curieux, je dois en parler, c'est Jean de Notre-Dame. Vous ne connaissez pas ce monsieur-là? C'était le frère de Nostradamus. Alors ça remonte à un certain temps. Il a écrit un livre sur les troubadours. Et dans ces troubadours, il y en a un qui est même le principal chez lui, c'est le monge des îles d'Or. Et c'est un monge qui a vécu à Porquerolles, et on a quelques descriptions de Porquerolles. Alors ce monge, lui, il était pas moine au départ, il était un luminaire. Il était à la cour du roi des papes à Avignon, et il était tombé amoureux de la princesse des Baux. Elle l'a viré, ou je sais pas trop quoi, et il est parti se réfugier en ermite à Porquerolles. Et c'est là qu'il a écrit des histoires de troubadours. Il a décrit la vie de quelques copains troubadours, et ensuite, des années après, Jean de Notre-Dame a trouvé ses écrits et les a republiés sous forme de la vie des troubadours. Là, on était au début de l'imprimerie, on publiait des vies. Les vies des saints, les vies des hommes célèbres. Il a fait une vie des troubadours, qui a eu un gros succès d'ailleurs. C'était à l'époque une édition internationale. En 10 lignes, il donne une description de Porquerolles. Ah oui, donc c'est intéressant, ouais. Ah oui, mais avec ses ruisseaux, ses oiseaux qui chantent, ces petites rivières. La Porquerolles authentique. Absolument. Et le plus grave, c'est que ce bouquin a eu beaucoup de succès. Il a été dans toutes les familles nobles de l'époque, parce qu'il décrivait les ancêtres sous un beau jour, à l'époque des troubadours. C'est Jean de Notre-Dame qui a inventé les cours d'amour. C'était pas tout à fait comme ça. Et il a inventé les cours d'amour, mais il avait aussi inventé le monge des îles d'Or. C'est rigoureusement inventé. Tout le bouquin. On a mis un ou 2 siècles après, il y a des historiens qui se sont aperçus de la supercherie. Mais et donc cette description de Porquerolles qui a eu lieu, ça remontait à 1500 et quelques, elle a été dans toutes les bibliothèques. Parce que cet exemplaire du monge des îles d'Or, de la première publication, il y en a de par le monde 80 exemplaires qui se conservent actuellement. Donc, vous voyez, ça a eu une diffusion monstre. Et donc, Porquerolles, pendant des siècles, a été connue comme une île enchanteresse, un paradis, où il y a des ruisseaux et des fontaines, enfin. Et au point que quelqu'un qui a visité Porquerolles, il a fait un papier en disant, mais quel est le cataclysme qui s'est produit? Pourquoi on trouve l'île comme ça? Ah oui, ça devait vraiment être très très élogieux, parce que bon, on peut être séduit quand même par cette île, mais non, c'était vraiment trop idyllique. Ah ben oui. Dans cette description était idyllique. Mais néanmoins, son bouquin était extrêmement sérieux, parce qu'il s'est servi des généalogies des familles nobles pour l'époque, parce que les troubadours, ils allaient dans des familles, etc. Et il n'a pas fait d'erreur, quoi, disons, dans son historique. Et comme ça allait dans le bon sens, il a eu du succès, parce que tous les nobles se reconnaissaient dans cette époque, les troubadours. C'est le problème, c'est le même problème que Porquerolles, pareil. Et ça a fait venir du monde, vous pensez, sur l'île ou pas? Pas du tout. C'était absolument inconnu. Ouais, d'accord. C'était trop tôt. Non, c'est littéraire. Mais non, Porquerolles a un aspect, un aspect littéraire en quelque sorte, parce qu'il a été décrit, parce que les gens y sont passés. Mais c'est une image de Porquerolles, quoi. Et vous avez la même apparence du point de vue militaire. Porquerolles était largement connu militaire, parce que il fallait le défendre, il fallait le surveiller, mais c'était pas Porquerolles elle-même, c'était un emplacement intéressant.
Merci à Pierre et Anne-Marie pour cette découverte historique des chemins de Porquerolles. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt.